Dans cette séquence, nous allons nous intéresser au mouvement parabolique. Et comme exemple de mouvement parabolique, nous allons étudier le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. C'est le basketteur qui lance pour marquer un panier. C'est le joueur de foot qui tire un coup franc. Donc, on va étudier donc, le mouvement de la balle. Alors, donc, en grand 2, donc, nous allons parler donc, de mouvement parabolique. De mouvement parabolique. Et comme exemple de mouvement parabolique, nous allons prendre donc, le mouvement d'un projectile. Le projectile peut être la balle dans le cas d'un coup franc, d'un projectile dans le champ de pesanteur. Dans le champ de pesanteur. Dans le champ de pesanteur. G. Alors, la situation à laquelle on va travailler est la suivante. Nous considérerons par exemple une balle posée sur le sol et que le joueur tire sur la balle avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, nous tous, nous pouvons prévoir le mouvement de la balle. Alors, notre objectif, c'est d'étudier la dynamique de ce mouvement-là. Alors, lorsqu'on veut étudier le mouvement de la balle, comme nous l'avions dit, il faudra d'abord définir son système. Alors, par exemple ici, comme système, nous avons la balle. Choisir le référentiel terrestre, sera toujours aussi supposé galiléen. Et nous ferons donc le bilan des forces appliquées. Bilan des forces appliquées. Ici, lorsque nous sommes à un instant T quelconque du mouvement de la balle, la seule force qui s'applique est le poids de la balle. Donc, la force appliquée, c'est le poids P. Ici, bien entendu, il y a la résistance de l'air, mais c'est une force qui sera très négligée donc, devant le poids. Nous considérerons donc, dans notre cas, que le solide n'est soumis qu'à la seule action de son poids. Et ça veut dire que donc, le solide est en chute libre. Alors, nous appliquons ensuite le théorème du centre d'inertie. Donc, P égale à MA, puisque P, lui, c'est MG, égale donc à MA, on en déduit que A égale à G. Donc, un résultat très important. Dans le champ de pesanteur, l'accélération est égale au champ de pesanteur. Alors, donc, une fois que l'étude dynamique nous permet d'avoir l'accélération, on peut établir les équations différentielles du mouvement, les équations horaires du mouvement et répondre à plusieurs questions. Nous allons, comme si on traitait un exercice, nous poser des questions et apporter les réponses qu'il faut. Alors, par exemple, si la question posée est la détermination des équations horaires. Des équations horaires.
les équations, les relations mathématiques qui dépendent du temps. Alors, pour déterminer les équations horaires, nous avions dit que puisque l'application du théorème du centre d'inertie conduit à une relation vectorielle, il faut définir un système d'axes pour projeter la relation vectorielle obtenue. Alors, comme système d'axes, on peut choisir de travailler dans un plan, l'axe Y, l'axe X, associé par les vecteurs unitaires J et I. On peut même choisir un vecteur sortant, K, et travailler dans le repère OJK. Donc, qui est le vecteur unitaire de l'axe Z à 3 dimensions. Alors, donc, une fois que le repère est choisi, nous déterminons les coordonnées de l'accélération. Pour les coordonnées de l'accélération, la composante de l'accélération suivant X, la composante de l'accélération suivant Z et suivant Y. Projeter l'accélération revient à projeter le vecteur G. Dans l'espace, le vecteur G est vertical orienté vers le bas. Donc sur l'axe X, le vecteur G est perpendiculaire à l'axe X, sa composante est nulle, sa projection est nulle. Le vecteur G est collinaire à l'axe Y et orienté dans le sens opposé, donc moins G. Le vecteur G est contenu dans le plan du tableau qui est perpendiculaire à l'axe Z. Donc toute droite vecteur contenu dans un plan, donc lui sera perpendiculaire. Donc le vecteur, la projection est nulle. Nous venons d'avoir donc les composantes du vecteur accélération. Et par primitive successive, on peut aller au vecteur position. Donc pour déterminer donc, les coordonnées du vecteur vitesse, x de point égale, la primitive de 0 est une constante, la constante est une vitesse, homogène à une vitesse, déterminée par les conditions initiales. Donc c'est la composante de la vitesse initiale suivant l'axe x. Or, si nous regardons la vitesse initiale, sa projection suivant l'axe x donne bien ici V0 cos alpha. Donc nous avons ici V0 cosinus de alpha qui est la constante d'intégration. Alors si je veux y point, je fais la primitive de g. G étant une constante, donc sa primitive c'est moins gt plus une constante. La constante est homogène à une vitesse suivant l'axe y. Donc c'est la composante de la vitesse initiale sur l'axe y. L'angle alpha se retrouve ici. Donc nous avons V0 sinus de alpha plus V0 sinus de alpha. Et Z point égale la composante, donc est une constante. C'est la composante de la vitesse initiale suivant Z. Or, V0 est contenu dans le plan du tableau, donc perpendiculaire à l'axe Z, donc sa projection est nulle. Alors, ayant obtenu les composantes du vecteur vitesse, on peut aller à la détermination des composantes du vecteur OM, le vecteur position, qui va donner les coordonnées de la position du mobile à chaque instant. Donc, V0 cos alpha étant une constante, sa primitive, c'est V0 cos alpha t, multiplié par t, plus une constante x0. C'est-à-dire donc, la valeur de x à t égale à 0. À t égale à 0, le mobile est lancé ici, est tiré, la balle est tirée à partir de l'origine du repère. Donc, ici, x0 égale à 0. Donc là, ici, la primitive de moins gt plus v0, ça fait moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus de alpha t plus y0. Y0 aussi, nous sommes à l'origine. Cette constante est nulle. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que par exemple, si on lançait la balle à cette altitude, donc y0 serait h. Et comme on a lancé la balle ici, donc y0 égale à 0. Donc, la primitive aussi de z est une constante, ça donne 0.
Donc nous venons d'avoir donc, les coordonnées. Donc ces expressions qui sont nulles, on pourra les enlever. Donc voilà les coordonnées du vecteur position. Donc pour répondre à la question sur la détermination des équations horaires, nous avons les équations accélération, vitesse, position qui dépendent donc du temps. Alors nous remarquons que dans ces équations horaires du vecteur position, la vitesse, la x dépend du temps, y dépend du temps, mais pour tous les points, nous avons leur z est nul. Cela signifie simplement que le mouvement s'effectue dans un plan et bien sûr dans le plan x, y. Donc on pourrait montrer vraiment que puisque z est nul, et ça vraiment là, à partir du moment où vz qui est z de point est nul, la conclusion pouvait se faire, parce que si vz est nul, cela signifie que z est forcément une constante. Que ça soit 0, 2 ou 3, c'est toujours une constante. Donc ça veut dire que le mouvement s'effectue dans le plan x, donc y. Alors donc le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Donc et s'effectue dans le plan x, o, y. Donc nous avons les équations horaires qui sont déterminées. Nous allons donc à partir de ces équations horaires se fixer comme objectif donc de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors nous allons donc essayer de répondre à la question par exemple détermination de l'équation cartésienne. Détermination de l'équation cartésienne. De l'équation cartésienne, bien entendu, de la trajectoire. Alors, nous allons rappeler les expressions du vecteur position. Le vecteur position, donc comme le mouvement est plan, on peut se tenir à travailler avec x et y. X est V0 cosinus de alpha fois t, et y c'est moins 1 demi de g t carré plus V0 sinus de alpha fois t. Alors, donc comme en cinématique, pour déterminer une équation cartésienne, il faut éliminer la variable temps t entre les équations x et y. Alors, donc nous avons ici l'équation 1 et l'équation 2. De l'équation 1, nous pouvons tirer que t égale x sur V0 cos alpha, x sur V0 cos alpha, que l'on va introduire dans l'équation 2, l'équation y. Donc, si on met 1 dans 2, nous obtenons que y égale moins 1 demi de g. À la place de t, on remplace par son expression x sur V0 cos alpha au carré plus V0 sinus de alpha facteur de x sur V0 cos alpha. Voilà. On voit que ici on aura moins x carré sur moins g x carré sur 2 V0 carré cos carré de alpha plus, on peut simplifier par V0, x et sinus sur cosinus c'est tangente, donc ça fait x tangente de alpha. Donc nous obtenons ici l'équation cartésienne de la trajectoire et nous remarquons simplement que la trajectoire est sous la forme y égale ax carré plus b, donc qui est parfaitement une équation d'une caractéristique à une parabole. Donc comme la trajectoire, la courbe de la trajectoire est une parabole, nous disons que simplement que nous avons donc un mouvement parabolique. Mouvement donc parabolique.
parabolique. Alors cela signifie que nous pouvons bien sûr compléter la trajectoire de notre mobile. Le mobile va se déplacer par un mouvement donc parabolique. Voilà, comme ça. Donc la trajectoire donc sera une parabole. Alors toujours, on peut choisir d'autres questions à répondre. Là, on pourrait essayer par exemple de déterminer la portée. Hein? On peut avoir comme question, donc détermination de la portée. Alors, la portée est l'abscisse tout simplement du point P d'impact. Lorsqu'on tire par exemple la balle va frapper le sol en un point d'abscisse X de P. Donc la portée n'est rien d'autre l'abscisse d'un point P dont son ordonnée est nulle. Donc nous retiendrons simplement que la portée, c'est l'abscisse X de P d'un point P, donc d'ordonnée Y de P égale à 0. Donc comment déterminer donc la portée? Donc sa portée, donc dans le cas par exemple des lanceurs de javelot, la portée est extrêmement intéressante. Parce que plus la portée est grande, donc on peut gagner la compétition. Donc nous allons essayer de déterminer cette portée-là. Il suffit tout simplement pour cela de résoudre Y de P égale à 0. Comme le point P est un point de la trajectoire, donc ces coordonnées X de P, Y de P doivent vérifier l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, rappelez donc Y de P égale moins G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, donc X de P carré, plus X de P tangente de alpha. Et ce Y de P là, pour la détermination, donc c'est 0. Donc ici, on peut déterminer X de P. Alors, puisque X de P est différent de 0, on peut factoriser et simplifier. Donc, on aura G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, X de P plus tangente de alpha égale à 0, impliquant donc que X de P égale à 2 V0 carré cos carré de alpha tangente de alpha sur G. Alors, l'expression peut être simplifiée en remplaçant tangente de alpha par son expression. Cos carré de alpha, tangente d'alpha peut s'exprimer par sinus de alpha sur donc G cosinus de alpha. Donc, en simplifiant par cosinus de alpha, nous obtenons donc X de P égale 2V0 carré cos alpha sinus alpha sur G. Or, nous pouvons montrer en mathématiques que sinus de 2 alpha, c'est 2 cos alpha sinus alpha. D'où donc nous pouvons dire que X de P égale à V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Donc voilà l'expression de la portée. Donc lorsqu'on tire avec une vitesse V0 faisant un angle d'alpha, le point le plus éloigné que l'on peut atteindre, c'est le point d'abscisse X de P égale V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Voilà, donc on peut étudier comment améliorer cette portée et dans quelle situation. Nous rappelons ici l'expression de la portée. X de P égale à V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Alors,
on remarque ici que pour une vitesse donnée, on suppose que le joueur ne peut tirer qu'à une certaine vitesse, est limité. Pour une vitesse donnée, x de p donc, va dépendre de alpha. Donc, pour que la portée soit grande, il faut voir pour quelle valeur de alpha sinus de alpha a la valeur la plus grande. Donc, la valeur la plus grande pour sinus de alpha, c'est 1, puisque sinus est compris entre moins 1 et 1, quel que soit l'angle. Donc, pour V0 donné, alors x de p est maximal pour sinus de 2 alpha égale à 1. Sinus de 2 alpha égale 1 implique que 2 alpha égale pi sur 2, implique donc alpha égale pi sur 4 radians. Donc, pour tirer aussi loin possible, il faut tirer sous un angle de pi sur 4 radians qui correspond à 45 degrés. Donc, pour un meilleur tir, pour une vitesse donnée, il faut tirer avec un angle de 45 degrés si on a l'objectif d'atteindre la portée la plus grande. Mais lorsque, là, cela nous permettra aussi de rappeler que dans ce moment, la portée maximale, si le sinus de 2 alpha est égal à 1, donc la portée maximale V0 carré sur G. Donc, on ne peut pas tirer plus loin que ça. Donc, V0 carré. Maintenant, si on n'atteint pas la portée maximale, c'est-à-dire que donc pour x de p, plus l'abscisse du point P plus petite que la portée maximale, alors cela signifie simplement que l'équation V0 carré sinus de 2 alpha sur G égale x de p pourra avoir deux solutions pour alpha. Parce que si alpha est différent de 45 degrés, les autres angles de 0 à 90 auront, à 90 exclu 0, auront donc deux valeurs de alpha correspondant au même sinus. Donc nous admettrons deux solutions. Alors, les deux solutions sont donc telles que par exemple, 2 alpha 1 est égal à alpha, ou 2 alpha 1 est égal à pi moins alpha. Pi moins 2 alpha. Donc je reste homogène à ces deux. Donc on peut avoir deux solutions, alpha 1 et alpha 2, telles que 2 alpha 1 égale 2 alpha et que 2 alpha 2 égale 2 alpha. Parce que le sinus de 2 alpha et le sinus de pi moins 2 alpha ont même valeur. Donc si vous mettez ici 2 alpha ou vous mettez ici pi moins alpha, vous avez la même valeur de x de p. Donc ces deux angles donnent la même valeur de x de p. Cela veut dire que donc l'une des solutions peut être alpha ou l'autre solution peut être pi sur 2 moins alpha. Donc on voit que alpha 1 et alpha 2 sont des angles complémentaires. Cela veut dire que donc quand la portée n'est pas maximale, il y a deux possibilités de tir pour atteindre le même point P. Donc, si vous tirez par exemple avec un angle de 30 degrés et vous atteignez un point P, le même point peut être atteint en tirant avec un angle de 90 moins 30, 90 donc moins 30 qui est de 60 degrés, donc nous aurons la même valeur. Donc, nous avons donc des angles de tir. Ici, il est important de remarquer que alpha 1 et alpha 2 sont des angles complémentaires. Sont des angles complémentaires. Alors, nous pouvons résumer la situation par un schéma. Nous avons ici l'axe Y. Nous avons ici l'axe X. Si par exemple nous tirons avec une vitesse V0 faisant un angle de 45 degrés, dans ce moment,
nous allons atteindre l'abscisse maximale x max, la portée maximale. Mais si nous tirons avec une vitesse v0, faisant par exemple un angle de 30 degrés, nous pouvons atteindre un point dont l'abscisse est inférieure à l'abscisse maximale. Ce même point P, si on tire avec son angle complémentaire de 60 degrés, avec son angle complémentaire de 60 degrés, par exemple ici, avec la même vitesse V0, faisant maintenant un angle de 60 degrés, alors nous allons atteindre le même point P. C'est ça que cela veut dire. Alors donc nous avons deux tirs qui sont différents. Donc ce tir-là porte le nom de tir en cloche, tir tendu. Alors, et ce tir tendu, et ce tir, c'est tir en cloche. Voilà donc ce qu'on pourrait dire sur la portée et son amélioration. Donc un lanceur de javelot a bien intérêt à lancer sous un angle de 45 degrés, maintenant pour atteindre des distances assez importantes. Après avoir donc déterminé la portée, on peut être amené à répondre à la question de la détermination de la flèche, qui par définition est l'ordonnée du point le plus haut de la trajectoire. Alors donc, détermination de la flèche. Détermination de la flèche. Alors, si nous revenons sur le schéma, on a l'axe Y, X, voilà le mouvement parabolique. Le point le plus haut de la trajectoire est la flèche, et cette flèche a comme abscisse X de F et Y de F. Notre objectif est de déterminer donc l'expression de la flèche, des coordonnées Y de F et X de F. Il faut remarquer qu'à chaque instant, la vitesse est tangente à la trajectoire et pourra être décomposée en deux composantes, une vitesse suivant X et une vitesse suivant Y. En tout point, sauf en un point particulier, le sommet de la trajectoire où la vitesse elle est horizontale et elle est égale à la vitesse de la composante suivant X. Donc nous allons utiliser cette propriété. Au sommet, la vitesse étant horizontale, donc la composante suivant Y est nulle pour déterminer donc la portée. Donc, au sommet, F, V de Y égale à 0. Alors que dans les équations horaires, nous avions comme Vy moins gt plus V0 sinus de alpha, donc égale 0. Donc TS, la date où l'on atteint donc le sommet, c'est égal à V0 sinus de alpha sur G. Voilà l'expression de la date où le mobile atteint. Donc à partir de T égale à 0 de lancement, après une date égale à V0 sinus de alpha sur G, le mobile a atteint donc le sommet de sa trajectoire. Donc, ayant les composantes du vecteur position, on pourra donc trouver les composantes X de P et Y de P de ici. Mais la flèche, par définition, la flèche est la hauteur maximale H
qui est égal donc à l'ordonnée de f. Donc nous allons commencer par déterminer l'ordonnée de f. Alors que donc l'ordonnée de f, c'est moins 1 demi de g, donc t de f au carré, plus v0 sinus de alpha t de f. Bien sûr, dans un exercice, ça peut être plus facile. On peut calculer la valeur de ts, de t de f, donc soyons homogènes, t de f, et ensuite calculer directement. Mais comme ici nous établissons des relations, nous pouvons essayer d'améliorer donc ces relations en remplaçant tf par son expression. Donc moins 1 demi de g, tf donc c'est v0 sinus de alpha sur g au carré, plus v0 sinus de alpha fois v0 sinus de alpha sur g. Nous pouvons donc améliorer aussi les résultats, parce que là nous aurons donc v0 sinus de alpha, donc moins v0 sinus carré de alpha sur 2g, moins v0 carré sinus carré de alpha sur 2g. Ici nous aurons plus v0 carré sinus carré de alpha sur g. Donc ici nous avons le même numérateur, hein, mais pas le même dénominateur. On peut rendre au même dénominateur et donc remarquez que ici donc 2v0 sinus carré alpha et v0 moins v0 cos carré alpha va donner donc t de y de f, qui est donc la flèche, n'est rien d'autre que donc v0 carré sinus carré de alpha sur 2g. Donc nous avons ici l'expression de l'altitude, donc du point, de l'ordonnée du point le plus haut de la trajectoire. Alors donc, cette distance-là, c'est bien, voilà, cette altitude h qu'on vient de calculer. Donc, et qui donne l'ordonnée du point. Nous pouvons pousser un peu plus loin pour déterminer aussi l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, à ne pas confondre bien entendu avec la portée, hein, où on avait v0 carré sur 2 sinus de alpha. Ici c'est sinus carré de alpha. Maintenant, en ce qui concerne l'abscisse x de p, x de f, l'abscisse c'était donc v0 cos alpha, donc t de f. Alors donc v0 cos alpha, t de f c'est v0 sinus de alpha sur g, ce qui va donner donc v0 carré sinus alpha cos alpha sur g. Nous avions défini tout à l'heure, rappelez l'expression mathématique que sinus de 2 alpha cos alpha égale sinus de 2 alpha. Sinus de alpha cos alpha, 2 sinus alpha cos alpha égale à sinus de 2 alpha. Donc on peut multiplier ici par 2 et là par 2 en au même dénominateur. Donc ce qui nous donnera donc v0 carré sinus de 2 alpha sur 2g. v0 carré sinus de 2 alpha sur 2. Donc l'abscisse de la flèche, c'est bien v0 carré sinus de 2 alpha sur 2g. Donc, nous avons ici l'ordonnée donc de la flèche. Voilà donc ce qu'on pourrait dire sur, au niveau de la flèche. Et nous devons donc nous rappeler qu'un exercice de dynamique, ce ne sont pas des formules à retenir par cœur, ce sont des formules que nous devons apprendre à retrouver à chaque fois que de telles questions nous sont posées. Alors ici, nous ne donnons pas des formules à apprendre par cœur et à réciter au cas de besoin. Nous donnons une méthodologie de travail pour répondre à des questions. Donc si de telles questions vous est posées, vous êtes obligé d'établir l'expression de la flèche, de la portée, avant toute application donc numérique. Dans la séquence précédente, nous avions parlé de la flèche, qui était l'altitude maximale que peut atteindre le projectile.
Mais est-ce que tous les points du plan peuvent être atteints? Cette réponse pourra être vue dans une notion qui est appelée parabole de sûreté, qui sera l'objet de notre séquence d'aujourd'hui. Parabole de sûreté. Alors, l'équation cartésienne de la parabole était déterminée. Nous rappelons ici cette expression y égale moins g sur 2 v0 carré cos carré de alpha x carré plus x tangente de alpha. Si nous devons nous intéresser à l'ensemble des points qui sont susceptibles d'être touchés par le tir, il faudrait que si ce point est quelconque, ses coordonnées puissent vérifier l'équation cartésienne. Soit nous considérons un point P d'ordonnée d'abscisse x de P et d'ordonnée y de P qui appartient à la trajectoire, et cela n'est possible que lorsque ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne. 2v0 carré cos carré alpha x de P au carré plus x de P tangente de alpha. Dans cette équation, pour une vitesse donnée, nous voyons que cela va dépendre de alpha. Nous pourrons donc transformer cette équation en prenant 1 sur cos carré de alpha comme étant 1 plus tangente carré de alpha. Nous obtenons l'équation donc y de P égale moins g x de P au carré sur 2v0 carré facteur de 1 plus tangente de alpha plus x de P tangente de alpha. On voit tangente carré d'alpha. On voit donc déjà cette équation admet une solution pour certaines valeurs données de alpha. On peut donc rechercher cette possibilité en transformant cette équation-là en une équation du second degré en tangente de alpha. Ce qui va donner y de P égale moins g x de P au carré sur 2v0 carré, en distribuant, moins g x de P au carré sur 2v0 carré, tangente carré de alpha, plus x de P tangente de alpha. Donc, nous voyons qu'on a ici moins g x de P au carré sur 2v0 carré, tangente carré de alpha, plus x de P tangente de alpha, moins g x de P au carré sur 2v0 carré, plus y de P égale à 0. Nous obtenons ici une équation du second degré sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc une équation du second degré en tangente de alpha. Donc le point P, pour qu'un point P soit atteint, il faut qu'il existe un angle alpha qui permet d'atteindre ce point P. Donc il faudrait que cette équation puisse admettre une solution. Alors, pour résoudre cette équation, on détermine le discriminant delta, qui est b au carré, c'est-à-dire donc x de P au carré, moins 4 fois AC. Donc, moins 4 A, donc gx de P au carré sur 2v0 carré, facteur de g x de P au carré sur 2v0 carré plus y de P.
pour qu'une solution réelle puisse exister, il faut que delta soit supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ce qui nous donne une inégalité qui doit être vérifiée. Nous voyons que donc x de p au carré, facteur de 1, moins 4g sur 2v0 carré, facteur de g x de p carré sur 2v0 carré, plus y de p doit être supérieur ou égal à 0. Mais puisque x de p est positif et est différent de 0, ce point-là est choisi dans le plan, ce qui veut dire que donc on a 1 moins, ici on peut simplifier par 2, 2g sur v0 carré, facteur de g, x de p au carré sur 2v0 carré, plus y de p est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie que gx de p au carré sur 2v0 carré plus y de p doit être inférieur ou égal à v0 carré sur 2g. Cela signifie que les points qui sont susceptibles d'être touchés doivent avoir une ordonnée inférieure ou égale à moins g x de p au carré sur 2v0 carré plus v0 carré sur 2g. À la limite, donc, on obtient une parabole y égale moins g sur 2v0 carré x carré plus v0 sur 2g. Donc, nous avons une parabole qui délimitera l'espace en deux parties. Alors, l'ensemble des points P dont leurs ordonnées est inférieure seront à l'intérieur de la parabole. Tout l'ensemble de ces points peuvent être touchés. Et les points dont les ordonnées sont supérieures à cette valeur, cette parabole, au-dessus de cette parabole, ne pourront pas être touchés. Cette parabole-là porte le nom de parabole de sûreté. Parabole de sûreté. Donc, on peut traduire cela dans une représentation. Lorsque donc nous avons ici notre repère y en fonction de x, nous avons, d'après cette équation, une parabole. Donc, à x égale à 0, la parabole débute au point v0 carré sur 2g. Cette parabole, puisque le coefficient a est négatif, est tournée vers les y négatifs. Donc, nous pouvons sommairement donner une représentation de la parabole comme ça, qui sera donc la parabole de sûreté. Parabole de sûreté. Alors, cela veut dire que l'espace est divisé en deux. L'ensemble des points P se trouvant à l'intérieur de la parabole peuvent être touchés par un tir parce qu'un alpha va exister pour que cela soit possible. Et les points qui seront en dehors de cette parabole ne pourront pas être touchés. Donc, nous délimitons une zone de sécurité donc définie par la parabole de sûreté. Ça trouve une application importante parce que dans un champ de tir où les militaires s'entraînent, par exemple, des avions qui survolent doivent survoler la zone, mais tout en restant en dehors de la parabole de sûreté pour s'assurer de ne pas être touchés par les tirs des soldats.